Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La sophrologie, source de créativité autistique. L'acte créatif est-il un état de conscience modifié? Bernard Gast. Pourquoi ce thème? La créativité est la possibilité de trouver une solution à un problème. Mais l'action même de créer se réalise-t-elle en conscience ordinaire ou plutôt en état de conscience modifié? Parallèlement à mon travail d'artiste plasticien, j'exerce une sophrologie aux confins de la philosophie taoïste et de la psychanalyse. En effet, la médecine chinoise taoïste, la psychanalyse, l'art et la sophrologie furent des planches de salut face à ma propre histoire. Salut. Santé. La santé retrouvée par la créativité. Pour cette question, l'acte créatif est-il un état de conscience modifié? Mon expérience d'artiste s'est montrée très utile pour élaborer une réponse. Cette réponse est venue de ma pratique qui consiste à peindre avec des films que je perçois comme la pellicule peau du cinéma du monde. 1. L'apparition de l'artiste en l'homme ou créer quoi, et comment créer? Quoi créer? En 1991, l'art devient ma seule activité professionnelle, avec la peinture d'abord, mélangée à des matériaux composites. Dès 1994, ma première installation, l'Ermite, propose un film. Ensuite, progressivement s'intègre à mes œuvres quelque chose du cinéma. C'est en premier lieu, en 1995, la matière même des films, la gélatine du couloir de sensation. Puis en 1996, dans Jeu est aussi l'autre, assis dans une chambre obscure sur mon propre visage, se projettent des visages du monde entier. À partir de 1997, la pellicule 35 mm, découpée et recomposée, construit de nouvelles images, qui sont intégrées dans mes chambres obscures de contemplation poétique ou chambres sensibles à base d'images projetées, de bandes-son, d'objets, etc. Ces installations multimédia, dites chambres sensibles, offrent l'expérience d'un espace et d'un état de conscience particulier. Cette expérience questionne les problèmes d'identité et de la place du corps, de manière corporelle et symbolique. Comment créer ou dans quelle étagère? Longtemps, créer me semblait impossible sans des états de conscience modifiés artificiellement par la drogue ou l'alcool. Quelques années plus tard, les moments créatifs ont été favorisés par la sophrologie et la musique. Aujourd'hui, les états de conscience modifiés proviennent de la pratique du jeûne, de la méditation taoïste Chan et toujours de la musique. 2. Pourquoi créer dans cet état? Donc, peinture, poésie, photographie, film, musique, son, odeur, objets emplissent mes chambres sensibles. Cependant, c'est l'immatériel des projections d'images, leur immatérialité et leur poids de symbolique, qui donnent l'accès à la sagesse du silence. Ce qui est immatériel me permet plus facilement d'atteindre cette sagesse du silence. À un moment de mon travail analytique et sophrologique, deux voies se sont ouvertes, celle d'une mélancolie furieuse et d'une mélancolie généreuse. Au Moyen Âge, l'alchimiste Marcille Ficin distinguait déjà ces deux états de conscience, Melancholia furiosa et Melancholia generosa. Confronté à mon histoire personnelle, je souffrais. Certains faits de ma propre vie étaient absurdes, comme par exemple, mon abandon par mes parents. Ça me paraissait incompréhensible et injuste. Je vivais une mélancolie furieuse, dont la prise de conscience est venue progressivement, au fur et à mesure de mon travail analytique, instant de confusion mentale avec sensation d'esprit embrumé, et artistique, période des papiers brûlés, griffés et déchirés. Bref, se confronter à l'ombre est douloureux, mais clairement nécessaire. Cette mélancolie furieuse est un état ombreux et destructeur, le plomb qui engloutit l'être au fond de la piscine, de la grande mer. En médecine traditionnelle chinoise, ce sont l'eau et le métal yin, le yin pur, l'anima noir. Plombé par la lourdeur du vivre, mes créations naissaient alors uniquement avec les artifices de l'alcool et des drogues. Progressivement, la mélancolie est devenue généreuse. Comment ça s'est transformé est assez mystérieux, mais le fait est que l'individu créateur a sorti la tête de l'eau, comme le plomb se mute en or. Generosa, la mélancolie est beaucoup plus légère à vivre. Yang pur du cœur. Du tripalium à l'opus ou de la torture à la mission d'artiste. Tant que le travail artistique était guidé par la mélancolie furieuse, l'objectif de ma création était uniquement de me soigner,
et de ce fait, individualiste, ce travail était un tripalium, une torture, comme l'indique l'étymologie latine du mot travail. En revanche, quand la mélancolie généreuse guide ma création, mon travail devient opus, c'est-à-dire œuvre. Œuvre dont l'objectif est de donner accès, plus facilement aux autres, à ces états de paix. L'œuvre est alors une transmission sans mots de l'expérience d'un état de sérénité. 3. Quel est cet état ? La sagesse du silence. Entre art et sophrologie, une véritable alchimie intérieure m'a modifié au cours des années et accordé, lors d'actes créatifs, une hyperlucidité sereine qui surgit par concentration sur les sensations du corps et les sons, intérieurs-extérieurs. Mon œuvre la plus récente, que certains d'entre vous ont peut-être vue au dernier forum de la sophrologie plurielle ou pour Nuit Blanche, la chambre sensible, bleue, jaune, rouge, est une installation au cœur de laquelle dominent les concepts de l'alchimie taoïste et hermétiste. L'alchimie est l'ancêtre même de la théorie psychanalytique, à la différence près qu'elle aborde la psyché avec un vocabulaire extrêmement poétique, issu de la symbolique des couleurs, du corps, des images et des éléments. La poésie est une voie qui permet, par une compréhension intime des phénomènes naturels, de les transcender. Transcendence, comme l'étymologie le signale, c'est franchir, c'est parvenir à une transformation de soi qui intègre, mais dépasse aussi, le domaine de la connaissance rationnelle. Pour transcender, nous passons de l'état de conscience ordinaire à l'état de conscience modifié. Transcender et symboliser sont synonymes. Nous sommes bien avec l'acte créatif, comme dans la psychanalyse et la sophrologie, dans les domaines de l'intuition et de la raison ensemble, une conjonction des opposés. L'alchimie est à ce titre, comme l'art, une pensée analogique destinée à transformer les états psychiques. Or la pensée analogique est l'exact complémentaire de la pensée scientifique, et ces deux pensées, loin de s'affronter, se complètent. Créer est un état de conscience modifié, et mes chambres sensibles permettent d'atteindre cet état. C'est le dessein de tous les arts. La musique par exemple est une ascèse qui, au-delà de l'harmonie et du rythme, permet d'atteindre la sagesse du silence. Dans cet état de conscience modifié, le silence est un silence qui parle. Une unité au-delà de toute dualité pour laisser advenir ce qui apparaît. Une phénoménologie de la perception appuyée en effet sur le corps. L'incarnation associée à l'esprit. Cette sagesse du silence est un au-delà des mots, des notes et des images. Elle s'atteint par une ascèse. Notre pratique régulière de la sophrologie, de la méditation permet le silence d'une véritable écoute. Une écoute de soi sans parole intérieure. Pourquoi le monde des images, des couleurs et de la poésie ? Parce que pour trouver une solution, pour franchir un obstacle, l'entre-deux-mondes, intérieur-extérieur, est la clé. Cet état liminal est un lieu de passage vers le sens, un limen, un seuil vers notre propre vérité qui parfois rencontre celle du monde. Les états de conscience modifiés donnent accès à une zone intermédiaire de salut, le préconscient freudien, qui facilite, par sa toponymie, le passage de contenu psychique inconscient vers l'intégration consciente. Mais pourquoi l'artiste s'intéresse-t-il au monde des images, des couleurs et de la poésie ? Parce qu'elles sont une réalité intermédiaire qui ouvre les portes des états de conscience modifiés, pour replacer l'homme dans le monde du cœur et du sensible. Dans la société contemporaine, il y a trop d'images, surtout en mouvement. Voici pourquoi mes images en provenance du cinéma inversent ce processus. Elles sont fixes, arrêtées et souvent abstraites. Enfin, elles sont choisies pour leur pouvoir symbolique dissimulé dans la pellicule, vues comme des insus, des lapsus cinématographiques, des images subliminales. Les émotions peuvent être vécues comme une richesse, grâce à l'outil sophronique qui donne plus d'espace en soi et permet d'être en amont des émotions. Comment ? En objectivant l'émotion et en reliant l'image au corps. Pensée perceptive. L'image reliée au corps. Cette corporalisation de l'image n'est pas un retour à l'état primitif du bébé. Le corps symbolique devient chargé de signes propres à chacun, le corps est subjectivé. Perception et représentation sont rassemblées. Nous passons de la représentation au vécu corporel. De ce vécu corporel phénoménologique naît une conscience qui observe les phénomènes qui apparaissent sans les qualifier, neutres, désagréables ou agréables, mais comme des phénomènes à vivre, directement sans distinction sujet-objet et sans mots qui nomment le phénomène qui est vécu. Ce qui est dans sa nudité.
Sans interprétation pour le moment. Ensuite seulement, la parole et l'écoute clinique assisteront le sens. Conclusion. L'art, comme la sophrologie et la psychanalyse, est un seuil permettant d'atteindre un état intermédiaire, situé entre la veille et le sommeil, entre le concept et la réalité objective. De cet état de conscience modifié, véritable porte entre la pensée spéculative et la pensée purement perceptive, peut naître la sagesse du silence, ce silence entre deux pensées, d'où surgit la magie du présent et l'acte créatif. À la question « l'acte créatif est-il un état de conscience modifié ?» Ma réponse est naturellement singulière. J'attends vos questions, vos demandes d'éclaircissement et vos interventions avec d'autres éclairages. Musique en logo, voix en note, le corps emporté. Anne-Marie Henobouchrig. Lorsque j'ai reçu le programme, je me suis demandé ce que je faisais là, à cette partie du congrès intitulée La sophrologie, source de créativité artistique. En effet, je ne suis pas artiste. Enfin, au sens professionnel du terme, je ne pratique pas l'art-thérapie et le sujet proposé ne concerne pas une population d'artistes de métier. Alors, hasard du programme sans doute pas, et peut-être trouverons-nous ensemble une réponse à ma question. Voici le motif de mon intervention. Une fois par semaine, depuis 6 à 7 ans, j'anime ce que nous appelons Atelier Sophro, dans un foyer occupationnel pour IMC adultes. Je voudrais revenir sur 2 termes. Tout d'abord occupationnel, terme qui à mon sens est extrêmement réducteur et dévalorisant pour les résidents, laissant peu de place à leur liberté d'initiative et justement à leur créativité. Quant au terme d'IMC, insuffisant moteur cérébral, il désigne des personnes aux multiples atteintes motrices d'origine cérébrale et d'intelligence normale pour la population concernée par ce sujet. La directrice de l'époque m'avait demandé de venir pour que les résidents aient un lieu d'expression et de relaxation, le tout animé par une personne extérieure au foyer. J'exerce en tant que sophrologue de façon libérale au cabinet ou sous forme de vacation. Comme à chaque fois en sophrologie lors d'une première rencontre, tout est à découvrir, tout est à créer, et créer un lieu de parole avec des résidents n'est pas chose facile. Il faut entendre des sons souvent monosyllabiques, tourner des pages d'un pictogramme, classeur où le résident qui ne peut pas parler montre des images, des lettres, et le transcrire au groupe. Apprendre l'écoute des sons, l'écoute du corps qui s'exprime souvent de façon spastique, les grimaces, les sourires. Toujours découvrir le sens et investir de nouveaux langages, de nouvelles communications. C'est déjà de la créativité. D'après le grand Robert, faculté de produire un nombre indéterminé de phrases pour un sujet parlant qui maîtrise sa langue. C'est le processus de communication à l'œuvre dans la créativité. Et puis est venu le temps de la relaxe. Tous les résidents étaient très demandeurs pour gérer, disait-il, leur stress et canaliser leurs angoisses. Après avoir levé l'inhibition du langage, nous allions devoir lever celle ancrée dans leur corps, dans leur chair. Une simple sophronisation de base se transformait en une véritable chambre de torture. Nous voyons bien ici qu'aucune technique, aussi basique soit-elle, n'est anodine et l'on peut se poser la question sur cette fameuse dichotomie opposant technique recouvrante, technique découvrante. Je ne sais pas faire, je ne sais rien d'ailleurs, je ne sais pas respirer. Et puis de toute façon je n'ai pas de mémoire, je ne rêve pas, étaient leurs discours principaux. Surtout n'allez pas croire que j'avais affaire à des personnes tristes et dépressives, parquées dans une salle et statiques dans leur fauteuil. Pas du tout, quand vous rentrez dans le centre, petit et convivial, le rire, l'humour, la joie, la bonne humeur existent comme partout ailleurs, même si nous sommes ici en milieu clos. Seulement voilà. Impossible d'emblée de se pencher sur ce corps qui n'assure pas. De sentir, de se sentir. Certains avaient même occulté des parties de leur corps. Je pense par exemple à Bruno. C'est un IMC tétraplégique, se déplaçant en fauteuil électrique et parlant normalement. Son bras gauche fonctionne un peu. Quant à son bras droit, beaucoup plus atrophié, il ne s'en servait pas du tout. En effet, il avait été opéré de rétraction tendineuse. Il espérait beaucoup de cette intervention qui n'a pas donné grand-chose. Aussi l'avait-il complètement occulté et pourtant, la pince de sa main fonctionnait encore. La prise de conscience de cette pince qui pouvait servir par exemple à tenir des objets lui permet maintenant de se réapproprier ce bras, de le considérer comme faisant partie intégrante de son corps.
Pour essayer de franchir cette barrière mentale que représentait l'image du handicap, j'ai proposé d'amener la première fois plusieurs CD sélectionnés par moi de façon arbitraire. En effet, étant donné que c'était la première fois et sans doute la dernière que j'utilisais un support musical, il fallait que la musique me plaise tout d'abord, que je puisse y adapter ma voix, mon corps et la technique. C'est un nocturne de Chopin, Nocturne op 9 numéro 1 en si bémol mineur puis le Nocturne op 9 numéro 2 en mi bémol majeur, qui a été choisi à l'unanimité, ce qui me convenait bien, le piano comme instrument unique notamment. Ensuite, petit à petit, au fur et à mesure, s'est construit ce que nous appelons la relaxe sensitive de l'Arche. Pour mieux vous faire partager l'aboutissement de ce cheminement, je vous propose d'en pratiquer une, bien sûr avec l'accord de tous les résidents, car c'est notre travail. Pour eux cet accord va au-delà, c'est un partage, une ouverture sur les autres de leur vie en milieu clos. La relaxe se pratique le plus souvent assis et pour certains, s'ils le peuvent ou le veulent, allongés. La base de la pratique est écouter la musique, écouter sa respiration. Entrer dans la musique, entrer dans sa respiration. Vivre la musique, vivre son corps. La voici résumée. Sophronisation de base, très détaillée au niveau corporel avec des renforcements sensitifs. Au niveau du visage, sentir l'air qui passe par le nez comme le parfum d'une fleur que l'on voit, avaler, goûter sa salive si l'on veut. Massage du cuir chevelu. Massage des épaules. Sentir le dessus, le dessous des mains. Massage du dos tout le long de la colonne. Bas du dos, sensation de chaleur jusqu'au ventre. Thorax avec la sensation du cœur qui bat calmement. Chaleur sur le ventre qui vient du dos, et pénétration de celle-ci sur le plexus solaire. Jambes, pieds dessus, dessous et massage en remontant pour faire circuler. Ensuite pesanteur, chaleur. Puis nous partons en balade vers notre paysage. Sur le chemin nous vivons tous nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher et les sensations sur la peau, l'odorat, le goût. Et nous arrivons dans le paysage, nous y installons, le vivons. Selon les séances, nous pouvons aussi élaborer un projet, préparer un événement, etc. Retour. Certains d'entre vous auront peut-être été surpris par l'importance du logo, son côté directif ainsi que sa rapidité, mais au départ cela a été nécessaire pour déconnecter le mental, permettre un état de conscience modifié et avoir ainsi accès au monde des sensations de son propre corps. Il est à noter qu'actuellement certains résidents ayant besoin d'une préparation sophronique, par exemple pour une intervention chirurgicale, partent à l'hôpital avec simplement le CD de Chopin. En conclusion, je dirais qu'il y a réveil et développement de la créativité. Une levée des inhibitions. Tu te rends compte, je sais respirer. Pour une personne spastique, l'impossibilité de contrôler sa respiration ne lui permet pas d'emblée d'harmoniser corps et respire. En rentrant dans le monde de leurs sensations, les résidents ont pu en écoutant leur respiration, en la sentant harmoniser leur corps et retrouver leur rythme. Je sens mes jambes, je sens mes bras. Une ouverture à l'imaginaire. Maintenant je rêve, je me vois, je fais des projets. On pourrait parler de développement personnel, autre partie du congrès, mais puisque vous avez bien voulu m'intégrer ce matin au thème de la créativité artistique, je dirais qu'il y a bien de l'art ici. Le corps enfin retrouvé, non pas reconnu comme un objet cassé, stérile et haï mais comme un objet vivant d'art, enfin retrouvé pour ce qu'il est, capable de toutes les sources d'inspiration à la vie, à la présence à soi-même. Sophrologie, chemin de guérison et libération d'une création photographique. Anne Lafont. Cette intervention s'appuie sur mon mémoire de sophrologie dont l'objectif est d'expliquer la corrélation entre la sophrologie et la photographie, et de montrer que la sophrologie est une source d'épanouissement sur le plan psychique et créatif. À cette occasion, permettez-moi de me présenter. Chargé de communication dans une institution, je suis également photographe et sophrologue. Avant d'expliquer la corrélation entre la sophrologie et la photographie, donnons un bref rappel de l'histoire de la photographie. Deux courants se détachent de l'histoire de la photographie. La photo de réalité ou photo objective illustrée par les portraits, les documentaires, les paysages. Les applications immédiates de la photographie sont de découvrir le monde et de mieux le faire connaître.
Dans ce contexte, la photo revêt une valeur documentaire et bien rares sont ceux qui la considèrent comme un art. La photo imaginaire ou photo subjective illustrée par les compositions de nombreux photographes, peintres et sculpteurs qui vont s'associer et créer des œuvres communes. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère de l'image, celle du virtuel et du numérique. La photographie fait désormais partie de la vie quotidienne. Elle s'est incorporée aux habitudes et quelle que soit l'époque, l'histoire de la photographie est inséparable de l'histoire sociale. J'ai développé mon travail de photographe autour de 4 thèmes qui entrent en résonance avec un événement ou une période de ma vie. Pour chacun de ces thèmes, je donne un repère photographique, photo objective ou photo abstraite, et un repère sophrologique, photo réalisée avant ou pendant ma formation de sophrologie. Le premier thème est celui des portes. Il se classe dans la photo objective, et il a été fait avant ma formation en sophrologie. Il s'agit d'une série de photos de portes fermées. Par sa fonction de protection, la porte évoque la notion de secret, la séparation entre deux mondes, entre le connu et l'inconnu. La porte peut représenter une action difficile à entreprendre. À cette époque, mon envie inconsciente était de voir la porte s'ouvrir car une fois la porte franchie, c'est une nouvelle vie qui peut commencer. Le deuxième thème est celui des portraits d'enfants. Il s'inscrit dans la photo objective, et il a été fait avant ma formation en sophrologie. Le portrait a toujours eu une place importante dans l'histoire de la photographie, en restant l'un de ses usages sociaux majeurs. Le portrait présuppose un pacte dont l'enjeu est la rencontre et la négociation de deux désirs. Le petit enfant se comporte différemment des autres face à l'objectif. Normalement, dès qu'un sujet se sent regardé par l'objectif, tout change. Il se constitue en train de poser. Le petit enfant, lui, ne s'imite pas. Ces visages d'enfants sont un miroir du temps. Après des années, ils n'ont rien perdu de leur spontanéité et de leur fraîcheur initiale. Ils reflètent le contexte, ils sont les témoins de leur époque. Le troisième thème est celui des couleurs, rouge et jaune. Ce thème est celui du passage entre la photo objective et la photo abstraite. Il a été réalisé entre ma sophrothérapie et ma formation de sophrologie. Ces deux séries rouge et jaune sont une renaissance dans ma création photographique. En effet, la sophrologie est une vraie rencontre et elle est devenue le relais nécessaire au développement de ma création artistique. J'ai puisé dans la sophrologie cette énergie, cet apprentissage vers une meilleure connaissance de soi qui m'a permis d'être à l'écoute de mes émotions et de mes aspirations. Je découvre certains exercices de sophrologie au cours de ma sophrothérapie. Je comprends comment certaines situations engendrent des traumatismes pendant l'enfance pour se transformer plus tard en phobie. Des situations parfois angoissantes, loin d'être dramatiques mais qui ont trouvé chez moi une résonance. Grâce à une pratique régulière sur la respiration et la décontraction musculaire, j'aboutis à une détente physique et psychologique. La respiration joue un rôle de médiateur entre le dehors et le dedans. J'inspire, je m'ouvre au monde extérieur, aux autres. J'expire, je reviens. La prise de conscience du rythme de la respiration permet de goûter au plaisir d'une respiration plus calme, plus harmonieuse et plus ample. En sophrologie, se mettre dans sa respiration, c'est prendre conscience de l'existence du diaphragme comme muscle clé de la respiration. Se mettre dans le mouvement de ses côtes, c'est éprouver très rapidement une libération des tensions, goûter à un calme intérieur et renforcer son enracinement. Les exercices sur la respiration me conduisent à relancer ma création photographique, que j'avais mise de côté après les portraits d'enfants. En sophrologie, au cours de voyages imaginaires, nous avons travaillé sur des couleurs, jaune soleil, rouge coquelicot, qui font référence à différentes parties du corps. Je sentais ou ressentais ces éléments, mais rarement les visualisais. Cette non-visualisation n'a pas été un frein à ma détente, et les exercices de relaxation ont été très bénéfiques. Les couleurs vécues au niveau subliminal au cours des séances sont remontées à la surface par le biais des photos. Le quatrième et dernier thème est celui des reflets. Ce thème se classe dans la photo abstraite, et il a été réalisé parallèlement à ma formation en sophrologie. Le thème des reflets s'inscrit dans la continuité de ma recherche photographique,
et il va évoluer parallèlement avec ma formation en sophrologie. C'est à travers ce thème que je tente d'expliquer la corrélation entre la sophrologie et la création photographique. Ce thème est un accomplissement personnel en matière de création artistique, tout comme la sophrologie a été un chemin de guérison vers une nouvelle philosophie de vie. Je fais mes premières photos de reflets au début de ma première année de sophrologie, sans établir de lien entre les deux. Là encore, les exercices sur la respiration ont une action directe sur ma création. On retrouve dans l'eau ce mouvement qui l'entraîne dans un flux et reflux continuel, tel le mécanisme respiratoire. Avant chaque prise de vue, j'effectue un exercice de concentration afin que s'opère une symbiose entre le mouvement de l'eau et celui de ma respiration. Quand les deux se répondent et correspondent, je sais que j'ai atteint un état modifié de conscience pendant lequel je traduis des séquences de vie en images. Par ailleurs, la respiration consolide l'axe du corps. La qualité de la photo dépend de la relation que l'on a su établir entre le monde extérieur et son monde intérieur. C'est sur cette consolidation de l'axe du corps qu'entre en scène le schéma corporel. C'est le concept du schéma corporel et de ses sensations que nous utilisons au cours des exercices de sophronisation de base et de relaxation dynamique. Pour ma part, la sophrologie est vécue comme une thérapie dans le sens d'une transformation du sentiment que l'on peut avoir de son corps. La construction du schéma corporel renforce le moi, dans la mesure où il y a réconciliation du corps avec lui-même. Le schéma corporel est ainsi le fondateur de mon unité, libérant des énergies positives qui se sont concrétisées d'une part par la diminution des symptômes phobiques, et d'autre part par la réalisation de photos. L'apprentissage des techniques de sophrologie, en l'occurrence la RD1, m'a conduit à observer différemment. La notion d'espace prend enfin un sens. Les exercices sur le schéma corporel me libèrent de certaines tensions et me permettent de démanteler les zones de blocage. Cette prise de conscience du schéma corporel a eu des actions directes sur ma création. Au départ, les photos de reflets sont des photos où le sujet est reconnaissable. Puis les choses évoluent. Le sujet est toujours identifiable mais seules certaines parties sont photographiées. Cette démarche rejoint l'apprentissage du schéma corporel comme support d'identité, qui m'offre une approche plus diversifiée de mon corps. Je travaille de plus en plus le reflet, et j'organise une première exposition en Bretagne. Ces photos, par leur originalité, animent les gens qui les regardent et les transportent vers un univers onirique. Cette reconnaissance de mon travail me fait avancer et me donne l'envie de poursuivre cette recherche. Aussi fluide et précis que paraissent les reflets dans l'eau, le résultat me surprend souvent comme si dans l'eau, couleur et forme étaient mystérieusement bouleversés. Sur l'eau, tous les sujets acquièrent grâce et aisance. De ce long travail d'observation, de précision et d'attente, lumière, vent, mouvement de l'eau, résultent des images de reflets plus contemplatives et abstraites. Avant chaque séance de photos, je fais le vide et j'applique certains exercices de sophrologie. J'insiste particulièrement sur l'ancrage de mes pieds au sol et sur l'axe de mon corps. Une fois que je suis bien installé dans mes pieds, je prends conscience de ma respiration qui doit être calme, régulière et naturelle. Une fois détendu, je peux commencer à regarder et à voir. Je sens l'émotion naître et je me laisse séduire par la beauté des formes naissantes. Mes photos sur les reflets ont évolué. Le sujet n'est plus identifiable. Ce sont des voyages hors du corps réalisés à partir d'exercices de distanciation, méthodes de RD2 et d'abstraction, qui ont développé mon imaginaire photographique. J'ai stocké cet univers intense, souvent riche de couleurs, de sensations. Je vivais mes voyages par les exercices de sophrologie et les visualisais par mes photos. Mes photos évoluent, elles sont plus minutieuses, plus colorées, plus vivantes. On observe un effet de fusion, de distorsion de la réalité du sujet, de la confusion de la matière. C'est un phénomène ponctuel qui n'engendre pas d'angoisse. Au contraire, j'accède à la capacité à désorganiser pour peut-être mieux réorganiser les choses par la suite. Photographier le reflet signifie, en ce qui me concerne, montrer les sujets différemment de ce que l'on a l'habitude de voir sans oublier la réalité car ces photos de reflets sont avant tout la réalité. La sophrologie a fait du reflet l'intuition créatrice.
Ma sophrothérapie et ma formation en sophrologie ont réactivé mes ressources créatrices et m'ont ouvert de nouvelles possibilités jusqu'alors contenues et ignorées. Le reflet s'appuie sur la réalité pour mieux en sortir. Il me permet d'aller vers l'imaginaire sans pour autant m'y perdre. Les reflets sont des images d'images qui brouillent la réalité, nous emmènent au-delà. Chacun peut voir ce qui lui plaît. L'eau respire, l'eau contient un langage. Elle est le symbole des origines et la source de la vie. Ces photos représentent un accomplissement personnel. Pour moi, l'appareil photo joue un rôle fétichiste. En effet, la photographie n'existe pas seulement sous la forme d'images. C'est d'abord une pratique qui se passe d'images. Certaines photographies ne sont jamais développées et la plupart sont à peine regardées plus d'une fois. L'appareil photo joue un rôle déterminant où le photographe utilise de nombreux gestes comme regarder à travers l'objectif. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.